Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode du Son du Mur où, comme d'habitude, je suis accompagné par mes deux comparses habituels, Nymphadora. Salut. Et John. Bonsoir. Et donc, comme d'habitude, on va vous parler de plein de news sur le Trône de Fer, et etc., etc. Le programme de cette émission va être assez simple. On va faire encore une fois les news, ce qui s'est passé pendant le printemps. On va avoir une discussion sur un duo du Trône de Fer. On vous dit pas qui, on maintient le suspense. Et à la fin, on aura nos recommandations. Voilà, voilà. Est-ce que ça vous plaît à tous les deux? Eh ben ouais. Ouais. C'est parti. Ouais, c'est parti. Du coup, on va commencer par les news et je vais donner la parole à Nymphadora parce qu'elle a de bonnes nouvelles à nous annoncer. Oui, on est de retour. La longue nuit est finie, je sonne le corps. Oui, là, normalement, on devrait avoir 3 sonneries de corps, là. Voilà. Brr, brr, brr. Alors, si Werther, Tu au fais montage, très bien le le corps. fait, peut-être on les aura. Donc, big up à Werther qui fait le montage ce mois-ci. Oui. Merci. Merci, Werther. Et donc, bref, on est de retour. Donc ouais, le site, ça y est pleinement opérationnel avec un forum, un wiki, un blog, des jolis graphismes, tout ça, c'est super beau, c'est trop bien. Ouais. Et Dieu sait qu'on a bossé dessus, hein. Putain, on en a sué, comme si on peut dire. Ouais, c'est vrai que ça a pris beaucoup de temps, mais le résultat en vaut la chandelle. Ouais, on est très content quand même du retour du forum. Merci à tous ceux qui ont travaillé dessus. Oui. Bah ouais. Et puis merci aussi à ceux qui travaillent sur l'encyclopédie tout le temps. C'est toujours autant des fous. Et l'encyclopédie maintenant, elle est à près de 6000 articles, donc ils bossent bien, hein. Ouais. Et du coup sur le forum, maintenant qu'on est de retour, on a encore plein de jeux si vous voulez venir. Et notamment là, avec la Coupe du Monde de football, on a un super Fire and Blood Bowl. Et tu sais, quand j'ai vu l'annonce du truc avec Fire and Blood Bowl, je pensais que t'allais faire un jeu Blood Bowl, c'est-à-dire c'est un jeu de plateau de Game Workshop, mais non, c'est le Fire and Blood Bowl. Ok, j'ai compris après. Je me suis senti seul, mais c'est pas grave. Voilà. Ben non, c'est juste que j'ai fait un super jeu de mots. Oui, je sais bien. Et voilà, mais alors du coup, le concept c'est que vous associez des Targaryens à une équipe de foot, et les Targaryens vont se mettre sur la gueule. C'est quand même Ils cool. ont l'habitude. Ils ont l'habitude, ouais, c'est vrai. C'est un trait familial, je pense. Exactement. Et d'ailleurs, je pense que c'est une bonne transition pour la news de Geoff qui va avec. Oui, tout à fait, puisque moi, ma news, c'est l'annonce alors qu'on attendait pas tant que ça, parce que du coup, c'est pas The Wind of Winter, mais c'est Fire and Blood qui va sortir en novembre. C'est un bon gros bébé de plus de 900 pages. Enfin, en tout cas, le manuscrit fait 989 pages. Et en fait, Fire and Blood, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça va être l'histoire complète des Targaryens, qui est donc découpée en 2 tomes. Et le premier tome qui va sortir en novembre va nous raconter l'histoire depuis Aegon le Conquérant jusqu'à la régence d'Aegon III Targaryen. Donc on va avoir les détails sur la conquête, on va avoir les premières guerres civiles entre Maegor et son neveu, on va avoir surtout la danse des dragons qui va être développée encore plus que dans les 2 textes The Rock Prince et The Princess and the Queen. Et voilà, ça va être du bon gros background comme on dit chez nos voisins américains, et voilà, ça va être cool. Ouais, j'avoue, ça va être cool. On aurait préféré Tuo, mais bon, hein,
Tant pis, quoi. Faute de grives, on mange des merles, comme on dit. Non, mais ça va être cool. En plus, il y a un truc que j'ai pas dit, j'ai oublié, ça va être illustré. Donc, va y avoir plusieurs images en noir et blanc, a priori, 75, qui vont être intercalées dans les textes et tout. Et pour le peu qu'on en a vu, ça a l'air bien cool et bien sympa. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous renvoie la news qu'on a fait sur le blog. Et à noter aussi que le premier tome sera donc traduit en français. En novembre aussi, mais ce premier tome sera coupé en deux, et donc du coup la première moitié du premier tome sortira en novembre. Voilà. Cela étant, on n'aura pas les illustrations, nous. On n'a malheureusement pas cette chance, et c'est principalement pour des raisons de droit. Ouais, mais par contre, on devrait les avoir, les illustrations, on les aura, mais après, quand ils sortiront la traduction intégrale après parce qu'ils vont faire ils découpent, donc ils font la première moitié sans illustration. J'imagine qu'ils font du coup la deuxième moitié sans illustration et après ils feront un intégral avec les illustrations. Ah d'accord, ok. Je crois, si j'ai tout compris, si j'ai tout suivi. Mais du coup la version en français avec illustration, c'est pas pour demain. D'accord. Ouais. Oui. Et à noter aussi, la traduction sera assurée par Patrick Marcel. Voilà. Donc ce qui est pas mal. Ouais, Patrick Marcel, c'est celui qui a traduit les derniers tomes de la saga et qui a traduit aussi les nouvelles. Oui, tout à fait. Donc, et moi, je voulais juste savoir si les illustrations, est-ce que c'est 75 illustrateurs différents, est-ce que c'est un seul illustrateur? Illustration du même illustrateur qui s'appelle, alors attends, je retrouve ça, Doug Whitley. Ok. Donc voilà. Et ben, ça a l'air cool. Quand même. Ça a l'air cool, ouais. C'est un ouvrage. Alors c'est un ouvrage d'histoire comme on a eu avec The World of Ice and Fire, hein, c'est-à-dire que ça va être écrit selon un point de vue d'un maître a priori. C'est notre ami Gildane qui va l'écrire. Donc voilà, on peut aussi s'autoriser à penser que va y avoir certaines choses qui vont être écrites d'une certaine manière. Ouais. Enfin, prendre ça avec des pincettes, quoi. Ouais, voilà. Après, surtout, ne vous attendez pas, ça on le dit régulièrement, mais on préfère le répéter, ne vous attendez pas à un livre, c'est pas un roman, quoi. C'est vraiment des données, entre guillemets, historiques, donc du coup, ça peut être beaucoup plus abrupt que la saga principale ou que les nouvelles. Parce que là, c'est beaucoup plus, c'est plus sec. Ouais, c'est plus aride en général. C'est ça. Et sinon, dans le genre information utile à rajouter, c'est que, en fait, Fire and Blood, a priori, c'est plus ou moins en lien avec un des préquels commandés par HBO. Donc, ça nous donne un indice sur au moins un préquel, qui sera sûrement du coup la Danse des Dragons ou la Conquête, quoi. Moi, je parlerai sur la Conquête. Là, comme ça. Parce que dans mon souvenir, Martine avait dit que la Danse des Dragons, c'était... Enfin, il y avait peu de chance. Mais bon, après, peut-être que je me gourre. Hein. Mais moi, je parie sur... La Danse des Dragons, ça ferait quand même vraiment un budget de ouf, quoi, avec tous ces dragons qui se foutent sur la gueule. Déjà qu'ils ont eu du mal sur la saga principale, alors là, là, tu mets plus que des dragons, en fait. Il y a plus d'acteurs. Ou alors, tu fais une série en animé 3D, tu vois. Ça coûte moins cher, du coup. Enfin, tu payes plus les acteurs comme ça. Donc voilà, c'était la nouvelle un peu éditoriale, on va dire, de ce printemps. Ouais. Et vu qu'on parle de séries adaptées de livres de Martin, j'en profite pour enchaîner du coup. Il y a un autre livre de Martin qui va être adapté en film d'animation. C'est Le Dragon de glace, donc ça n'a rien à voir avec le Trône de fer, même s'il y a un dragon et qu'il y a de la glace. C'est une nouvelle qu'il a écrite il y a assez longtemps, en 1980, qui raconte l'histoire d'une jeune fille, d'un dragon de glace, avec la guerre, etc. Donc moi je l'ai pas lu, j'avoue, mais il paraît qu'elle est assez sympa et du coup elle devrait être adaptée en film d'animation par le groupe Warner Animation. Donc voilà, je crois qu'on n'a pas la date prévue. Donc voilà, il y a ce projet qui a été confirmé et donc on va suivre comment ça se passe, on va vous tenir au courant. Ouais, parce que ça a l'air cool comme truc. Il y avait déjà eu une version illustrée de la nouvelle qui était sortie, qui avait été illustrée par Louis Royaux. C'était trop beau. Louis Royaux, c'est un grand illustrateur de fantasy qui fait des trop beaux dessins. Du coup, il y a une belle version de la nouvelle, très très bien illustrée.
J'enchaîne sur une nouvelle plus triste à propos d'écriture toujours. C'est la mort de Gardner Dozois. Donc c'était il y a, au moment de la publication du podcast, ça sera un mois à peu près. Donc Gardner Dozois, c'était un écrivain américain, c'était surtout un très bon ami de George Martin. Ils ont collaboré sur beaucoup d'anthologies, donc en particulier Dangerous Women par exemple, dans lequel il y avait je sais plus quelle nouvelle. The Princess and the Queen. Voilà, The Princess and the Queen. Donc voilà, nous ça nous touche moyennement parce que il n'était pas très très connu en France, mais bon, c'était un très bon ami de Martin, donc il était assez triste, il lui a rendu hommage, etc. Et de façon moins triste, je vais vous parler aussi d'exposition. Donc petite exposition entre guillemets à Morges en Suisse sur les armes et armures dans les mondes imaginaires, dans laquelle on peut voir un peu d'armes et d'armures du Trône de Fer. Donc il y en a un peu sur Brienne, un peu sur Arya globalement. Et surtout, il y a The Touring Exhibition de Game of Thrones qui est arrivé à Paris, donc qui est à Paris depuis le 1er juin et jusqu'à fin août, il me semble. Jusqu'au 2 septembre. Jusqu'au 2 septembre, exactement. Donc pour le coup, là, il y a là beaucoup de choses, beaucoup de costumes, d'armures, de décors, etc. Ça a l'air très intéressant. On a Tissel qui a été en avant-première, qui nous a fait un récapitulatif sur le blog. Elle a pu aussi assister du coup à la conférence d'ouverture. Et voilà, ça a l'air assez sympa, très intéressant. C'est vraiment très joli. C'est vrai qu'on a toujours dit que l'un des gros points forts de la série, c'était quand même la qualité des costumes et globalement des décors, etc. Et du coup, je pense que pouvoir les voir de près, voir les accessoires, etc. Ça doit être assez impressionnant. Ça doit permettre de se rendre vraiment compte de tout le travail et de toute la qualité qu'il y a derrière. Ouais, et pour ceux qui avaient été à Paris à l'expo du Louvre, a priori c'est sur le même concept mais en beaucoup plus gros. Celle du Louvre était gratuite, celle-ci est payante, mais a priori on paye pour voir beaucoup plus de choses que ce qu'on a déjà vu. Ouais. C'est au parc des expositions à Porte de Versailles, donc voilà, c'est 20 € l'entrée. Et vous pouvez réserver, donc je sais pas à quel point ça a été pris d'assaut, mais je pense que de toute façon c'est toujours mieux de réserver pour ce genre d'événement. Ouais, parce que ça avait l'air d'être pris d'assaut. À un moment on avait regardé sur le site de la FNAC, comme on dit, et c'était, il y avait une liste d'attente pour accéder à la billetterie sur ce truc-là, qui était impressionnante. Il y avait, je sais plus, 3000 ou 4000 personnes, je sais plus. Ah oui, donc, quand même. Ouais, il y a du monde, ouais. Ça a l'air d'intéresser les gens. Ouais, étrangement. Bizarrement. Quelle surprise! Personne ne regarde pourtant ce truc. Cette petite série de HBO, voilà. On regarde. Connais pas trop. Non. Voilà, donc ça c'était les news des 3 derniers mois. Du coup, nous reprenons avec pour aujourd'hui, enfin pour ce mois-ci, un débat, comme je l'ai dit en présentation, sur un duo du Trône de Fer. Et ce duo, quel duo c'est Arya et Sansa. On va avoir une discussion sur les deux sœurs, parce que voilà, il y a de quoi dire. Arya et Sansa, ce sont deux sœurs que tout oppose. L'une est sauvage et veut se batailler et devenir entre guillemets un vrai chevalier, j'exagère évidemment, et l'autre est une vraie princesse qui ne pense qu'au joli garçon et à vivre une vie de toute joie et de tout bonheur dans son château. Et voilà, c'est les deux opposés, enfin c'est l'alpha et l'oméga, et on va discuter de cette opposition, de cette disparité via une certaine séquence. Ouais, tout à fait. En fait, on s'est dit qu'on allait parler, parce que le sujet est tellement vaste que du coup on allait se concentrer sur un épisode bien particulier qui résume assez bien les deux personnages et leurs relations, et qui est la fameuse dispute entre Arya, Joffrey, Sansa et Maïka, le garçon boucher, qui amène à la mort de Lady. Donc, on va rentrer plus en détail sur cet épisode, qui est un épisode hyper marquant du premier livre, qui, pour beaucoup de gens, a dû lancer la saga sur les rails, et qui, en tout cas, a fait beaucoup discuter sur le forum depuis toujours.
Et ouais, que ce soit les gens qui sont Team Sansa ou les gens Team Arya, ça en a fait couler de l'encre. Hein. Du coup, moi, je vais vous juste rapidement resituer le contexte. Donc, qu'est-ce qui se passe ? En fait, il y a Sansa et Joffrey qui se promènent. Ils sont dans le Conflans. C'est le moment où toute la caravane royale revient de Winterfell à Port-Réal, où Ned va prendre ses fonctions de main du roi à Port-Réal. Et donc tout ce petit monde est dans le, j'ai dit dans le Conflans, mais c'est dans le Nec. Enfin, bref, bon, ils sont en plein milieu des sept couronnes là, perdus au milieu de la campagne. Sansa, à cette époque-là, elle est encore totalement pleine d'illusions, fan de Joffrey. Elle a un super rencard avec Job. C'est trop bien. Elle va passer la journée avec lui à se balader. Ils prennent un petit pique-nique, ils vont boire un peu de vin, tout ça. C'est trop cool. Et ils tombent sur Arya, qui est en train de jouer avec Mika. Mika, c'est un garçon boucher qui voyageait avec eux, qui du coup n'est pas du tout de haute noblesse et qui est vraiment un garçon des communs, qui est un compagnon de jeu de Arya. Et en fait, Arya lui a dit allez viens, c'est trop cool, on va s'entraîner, on va se battre, vas-y je te passe une épée et on se bat. Parce que c'est Arya quoi. Et là, du coup, Joffrey, qui est tout à son rencard avec Miss Sansa, dit oh mais que vois-je ? Il y a un petit du commun qui en plus est beaucoup plus grand qu'elle. Hein. Il met une tête à Arya et tout, et il est en train de la battre dans leur entraînement à l'épée. Donc il est en train de dire mais il y a un mec qui est en train de taper sur la sœur de ma belle et douce fiancée. Je dois aller la sauver. Donc Joffrey, n'écoutant que son courage, si on peut appeler ça du courage, parce que bon, aller taper sur un garçon boucher alors que nous on a eu une vraie éducation de petit roi et qu'on sait se servir d'une épée, c'est pas forcément très courageux, mais enfin bon bref. Donc Joffrey va aller tabasser Mika. Mais Arya ne va pas laisser les choses se passer comme ça. Et donc du coup, Arya en colle une à Joffrey. Évidemment, Joffrey n'est pas content, s'ensuit encore bagarre, et Nymeria arrive et mord Joffrey. Là, c'est le drame. Du coup, ça se finit dans le sang et les larmes. Arya et Mika s'enfuient avec Nymeria. On les voit pas pendant 4 jours. Et pendant ce temps-là, Joffrey rentre dans les jupes de maman en disant je me suis fait mordre par un des loups-garous, c'est horrible. Et Sansa, elle suit Joffrey. Voilà. Globalement, c'est ça l'histoire de la dispute. On passera après à la suite de la dispute. Mais pour l'instant, du coup, on va vraiment se concentrer sur ces faits-là et sur globalement les responsabilités des uns et des autres. Alors j'ai raconté les choses peut-être de façon un peu biaisée, mais j'ai quand même essayé de résumer les choses. Mais du coup, dans cette histoire, tout le monde n'est pas de blanc. Non. Ouais, tout le monde n'est pas blanc et tout le monde n'est pas noir en fait. C'est ça qui est assez intéressant avec cette scène. C'est qu'en fait, bon, quand on la voit, on est quand même beaucoup de parti pris et très biaisé. À ce moment-là de l'histoire, on est en général très fan d'Arya, on supporte pas Sansa et on déteste Joffrey. Oui, parce qu'il faut rappeler que, en fait, ce chapitre-là, c'est le tout premier chapitre qu'on a de Sansa. Et on n'en a jamais eu avant. Par contre, on a eu beaucoup de chapitres d'Arya où Arya nous a bassiné les oreilles en nous disant que Sansa, c'était quand même vraiment une sacrée cruche et qu'elle avait la tête farcie de contes et d'amoureux. Donc, du coup, on part quand même avec un très mauvais a priori de Sansa. Enfin, on a eu un chapitre d'Arya et je pense qu'on la voit aussi, Sansa, par les yeux de Bran et de Jon aussi. Ouais. Voilà. Et effectivement, on a un très mauvais a priori de base. Enfin, voilà. Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est très intéressant dans l'écriture de George Martin et c'est ce qu'on répète assez régulièrement. Mais du coup, en fait, en première lecture, en fait, quand on lit ça, c'est vrai qu'on se dit, bon, pauvre Arya et quel connard ce Joffrey et cette Sansa. Et en fait, quand on essaie de regarder un peu plus objectivement les choses, ils ont pas du tout des réactions qui sont complètement abusives ou disproportionnées ou illogiques, sachant d'autant plus leur éducation et l'âge qu'ils ont. Et c'est vrai que, comme tu le disais, Joffrey, il voit la sœur de sa fiancée, de sa pseudo-fiancée, en train de vaguement se faire taper dessus, donc qui va faire un peu le bravache, mais en même temps, on peut se dire qu'il part à la base pour la protéger et pour en se disant bon mais attendez, ça va pas du tout, c'est une situation qui doit lui paraître assez irréelle et contre nature en quelque sorte. Pour lui, c'est pas
une noble est pas censée se battre volontairement avec un homme du commun. Ouais. Donc il intervient. Que Sansa soit de son côté, c'est pareil, elle a la même éducation. Et qu'après, quand il se fait mordre par Nymeria, ce qui est quand même légèrement abusif, il faut dire, enfin, en vrai... c'est quand même un loup-garou. Enfin, c'est énorme, hein, cette bestiole. Et encore, là, à cette époque-là, ils sont vaguement petits, mais c'est un loup géant, quoi. C'est pas un caniche qui vient de le mordre, hein. C'est quand même des bestioles hyper impressionnantes qui ont rien à foutre auprès d'enfants dans la théorie, quand même. Enfin, c'est ça, c'est comme si un gosse de 12 ans se faisait mordre par un bulldog, bah on serait pas trop du côté du bulldog, en vrai. Enfin, un bulldog, et encore, un bulldog, c'est petit, hein. Un pitbull, je suis nul en chien. Un pitbull, mais un pitbull géant quand même. Hein. C'est quand même vraiment des masses. Hein. C'est des monstres, ces trucs-là. C'est vraiment pas des gentils toutous, quoi. Ouais, d'accord, mais bon, je suis désolé, mais Arya, elle demande rien à personne. Elle est tranquille en train de s'entraîner avec son copain là parce que on a bien vu comment elle est bravache, elle aime bien faire des trucs de garçon, voilà. Elle est pépère, tranquille, elle emmerde personne, elle ennuie personne. Et là tout d'un coup il y a l'autre qui arrive et qui fait mais qu'est-ce qui se passe? Il essaye de jouer son show et son grand héros devant sa sœur qui est en tout énamouré devant lui parce que il est grand, il est beau, il est blond et voilà. Et enfin je veux dire au bout d'un moment elle demande rien quoi. Mika il s'entraîne avec elle parce que elle lui a demandé et qu'elle est noble et que du coup le pauvre Mika il fait ok d'accord, j'ai pas trop le choix. Enfin la responsabilité, elle est tout autant, voire même plus du côté de Geoffrey qui réagit n'importe comment et de Sansa qui essaye de l'arrêter sans conviction que d'Arya et de Mika qui ne demandent rien, qui sont tranquilles dans la forêt, quoi. En même temps, Geoffrey, il peut pas savoir, déjà de base, que Arya a demandé à se frapper avec Mika. Enfin, il peut pas le savoir, c'est pas du tout quelque chose d'habituel et quand bien même Arya n'a pas à lever la main sur un prince, c'est tout. Enfin, c'est juste complètement illégal. D'accord, c'est un petit con, mais c'est le futur roi. Et le futur roi, on lui en colle pas une. C'est tout, hein. C'est juste ça. Hein. C'est la loi. Ouais, d'accord. Tout le monde était évidemment Etti-Barrière en se disant mais attends, mais Geoffrey c'est un petit con. Forcément avec notre filtre moderne, on se dit et moi aussi je voudrais le taper ce petit. Ah, c'est trop bien, elle lui en colle une. Mais en vrai, Arya, cette petite impulsive qui a aucune éducation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient de frapper un roi. Dans la même circonstance, Dunk, il a failli perdre ses membres. Hein. Oui, alors. Je remettrai en contexte quand même parce que elle a frappé un prince machin bidule. Le mec, il essaye quand même d'énucléer Mika parce qu'il approche son épée à lui, qui est une vraie épée parce que il s'entraîne avec avec des épées en bois quand même. Lui, il a son épée la dent de lion. Enfin déjà, je me la pète, j'appelle mon épée. Enfin bref, il essaye quand même de lui crever un œil, mais pas trop, donc il le blesse un peu en dessous. Il y a quand même une traînée de sang. Le mec, il cherche au bout d'un moment. Je suis désolé. Oui, Arya défend son copain. Et puis, du coup, oui, effectivement, elle tabasse un gamin qui est plus grand qu'elle, etc. On pourrait quand même se poser la question de savoir comment est-ce que Geoffrey se fait quand même rosser par une gamine de 8 ans qui pèse, je sais pas, peut-être 50 kilos toute mouillée encore. Bon. Voilà. Concrètement, en fait, il se fait pas vraiment rosser par une gamine de 8 ans, il se fait rosser par la louve de la gamine de 8 ans, parce que, en vrai, il y a un moment, du coup, il repart avec sa petite épée, là, face à Arya, et Arya, elle emmène pas large, et c'est bien pour ça que Nymeria intervient. Oui, mais il sait qu'il y a des loups-garous, quoi. Enfin, des loups géants. Il est quand même, il est débile, mais, il cherche la merde aussi. Au bout d'un moment, qui sème le vent récolte la tempête, hein, voilà. C'est tout. Ouais, justement, Arya, en frappant un prince, a récolté la tempête. Mais elle a pas frappé. Enfin, elle s'est défendue, elle défend son pote. Non, elle s'est pas défendue. Elle défend son ami. Elle s'est pas défendue. Elle a frappé un prince alors qu'il était en train de corriger un de ses sujets qui, il se trouve, est du commun, du très 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 commun, et qui, en plus, juste si tu l'excitais pas, ça y est, il allait passer à autre chose, le mec. C'est bon, c'est Geoffrey, hein. Il est un peu simpliste.
Si Arya l'avait laissé tranquille, il aurait rien fait. Non, et puis en plus, surtout, Geoffrey, tu peux pas justifier une action en disant oui, mais elle le bat et elle est plus forte et elle a un loup. Enfin, tu peux pas dire elle avait le droit de faire ce qu'elle a fait parce qu'elle a un loup. Elle avait le droit. Ça. Non, je dis que la réaction qu'elle a est logique. Je dis pas qu'elle avait le droit. Enfin, et encore, je suis désolé, c'est entre guillemets. Elle a une réaction logique par rapport à nos standards à nous. Elle a pas une réaction logique pour une petite fille de 8 ans qui a été élevée dans un monde de féodalité où son roi est son supérieur. Et c'est pas son roi, c'est un prince déjà. D'une, son roi c'est Robert. Là, voilà. D'une. Et de deux, le mec il vient chercher de la merde. Mais je trouve qu'on oublie quelqu'un là. Il y avait pas une quatrième personne. Elle a pas une sœur qui est censée être là et qui peut essayer de un peu faire quelque chose. Où elle est toute énamourée par son chéri et elle essaye de le calmer sans vraiment faire attention ni rien. Ou. Elle essaye de le calmer un peu quand même, Sansa à ce moment-là, non? Elle essaye, elle y arrive pas très bien et elle essaye pas beaucoup, hein, mais. Ouais. Voilà, non, mais en même temps, Sansa, elle est assez d'accord avec Geoffrey sur le fait que déjà Mika et Arya sont pas censés se battre et qu'ensuite Mika est pas censé se battre avec Geoffrey et qu'ensuite Arya est pas censée se battre avec Geoffrey. Et en plus de ça, le chapitre il commence où Sansa justement, elle reproche à Arya de passer son temps là à aller au milieu des herbes à se battre avec son copain le garçon boucher. En plus, elle lui met la honte. Et voilà, elle se comporte pas du tout comme elle devrait dans un cortège royal où elle est la fille de la future main et où elle lui fout la honte. C'est pas un comportement digne d'une fille de main de roi. Bien sûr, mais ça c'est pas nouveau chez Arya. Tout le monde le sait. Mais on s'en fout. Je veux dire, que ce soit nouveau ou pas nouveau. Du coup, Sansa, c'est peut-être pas nouveau que sa sœur soit mal élevée, mais d'habitude, elle a pas une reine, un roi et un fiancé à impressionner. Là, elle se fait foutre la honte par sa petite sœur qui est une petite sauvage qui se balade, qui passe ses journées à courir dans la gadoue. Ouais, enfin, c'est surtout une femme qui veut sortir de sa condition, ok? Elle veut se libérer des carcans oppressifs du patriarcat qu'on essaie de lui poser. Donc, voilà. Ouais, elle est pas très militante, hein, Arya. Elle est juste impulsive et elle veut juste faire que à sa tête, hein. C'est juste une petite fille. Et c'est juste une petite fille égoïste qui n'écoute strictement rien de ce qu'on lui dit. Ouais, je pense qu'on voit beaucoup l'égoïsme aussi d'Arya, effectivement, qui va pas du tout. Enfin, Sansa, elle est toujours quand même dans une démarche de, effectivement, s'élever, mais c'est aussi une démarche de famille, et une démarche de, il faut qu'on fasse bien pour pas se mettre la honte aux autres, pour que ça paraisse bien, parce qu'elle a conscience quand même des enjeux derrière. Arya, elle en a rien à foutre, elle dit non, mais moi ça me plaît pas, je vais aller faire la merde, ce que je veux, machin. Elle se rend pas compte de l'impact que ça a sur sa famille, sur leur prestige, etc., qui est quand même quelque chose de très très important pour une famille noble à cette époque-là. Et elle se rend pas compte qu'elle met quand même son père dans la merde, sa mère dans la merde, ses frères et ses sœurs, enfin elle met tout le monde dans la merde juste parce qu'elle a décidé qu'elle voulait aller courir dans l'herbe, quoi. Et puis en plus de ça, elle assume même pas ses actes. La gamine, elle a frappé le roi, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle sait très bien qu'elle a fait de la merde. Elle se barre pendant 4 jours. Oui, alors pendant 4 jours, elle se terre dans la gadoue parce que elle va pas aller assumer ses actes. Hein. Qu'est-ce qui est là après à aller devoir rendre des comptes ? Bah c'est Sansa, c'est pas Arya. Arya, elle a quand même frappé un prince. Elle sait qu'elle a fait de la merde et pouf, elle se barre. Oui, voilà, juste pour préciser, elle a pas frappé un roi, elle a frappé un prince, hein, faut pas non plus exagérer. Un futur roi. Oui. C'est pas beaucoup mieux. Enfin, je suis désolé, c'est des gosses qui s'amusent. Bon, ok, il y en a un qui a une arme un peu... Attends, ils ont des gens, ils ont des petits garçons qui prennent les fessées à leur place. Ça a beau être des enfants, c'est pas des enfants normaux. C'est des enfants qu'on ne frappe pas. Même leurs parents ne les frappent pas à tel point qu'ils font frapper un autre gosse à leur place. Mais c'est pas que pour Tommen, c'est pour tous. Bah, a priori, si Tommen l'a ça, c'est aussi que Geoffrey l'a eu avant. Hein. Je sais pas, je me pose Geoffrey, la question. il s'est pas pris le seul moment où Geoffrey se prend une branlée officielle, c'est durant les entraînements de garde, parce que c'est encadré, parce qu'il y a un maître de garde et qui doit apprendre à se servir d'une épée, parce que c'est une éducation royale. Oui, puis il se prend aussi une bonne grosse soufflante par son père quand il lui amène la chatte, quand il ouvre le corps de la chatte pour voir les bébés ah oui, intérieurs. c'est vrai, ouais.
Et là, Robert manque de le tuer, si je me souviens bien. Ouais, mais Bon. du coup, c'est le roi, quoi. Et puis, mais du coup, c'est le roi qui frappe le prince, alors ça va, il est au-dessus. Bah voilà, tiens. Alors du coup, dans ce cas-là, hein, qu'est-ce qui se Mais passe? le roi, c'est pas pareil qu'Arya. Bon, et sinon pour regarder sur la suite, parce qu'effectivement Arya, elle fuit ses responsabilités un peu, elle se barre, elle assume pas du tout. Mais c'est vrai que sur la suite, je suis prêt à concéder que Sansa est pas ultra clean non plus. Oui. Parce que si je me souviens bien, elle ment quand même un petit peu quand elle raconte l'histoire. Bah en fait, Alors, elle ment pas vraiment, elle ment juste pas, elle elle dit ment qu'elle pas a promis. oublié. Voilà, On elle ment Oui. promis. Elle on ne lui dit pas demande de ce raconter et elle ose pas, en fait, je pense, elle ose pas se mettre mal vis-à-vis de Geoffrey parce que Voilà. elle est toujours amoureuse, parce que c'est son fiancé et que, Parce que en plus, on lui tu- demande à la reine et tout, machin. Et du coup, elle ne dit pas ce qui s'est passé. Oui, parce que oui, c'est ça, c'est Geoffrey qui ment et Sansa ne le contredit pas du coup. C'est ça. Voilà. Voilà, parce que, oh là là, si jamais je dis la vérité, mon prince ne va plus m'aimer. Oh, c'est tellement grave. Bah attends, tu l'as rencontré il y a 2 semaines, c'est bon, reste tranquille, quoi. Bah attends, Après, en même la- temps, elle va vivre avec pendant toute sa vie, hein. Jean, toi qui disais tout à l'heure qu'elle travaillait pour sa famille, etc. D'où elle travaille pour sa famille? Elle essaye même pas d'aider, là. Oui, mais elle a quand même conscience des enjeux Que- et du fait que, mine de rien, se mettre mal avec la reine et son fils, est-ce que ça vaut vraiment le coup pour un garçon bouché, quoi? Bah, je sais pas. Enfin, elle met toute sa famille mal, puisque du coup, à partir de là, ça commence à se barrer en couille. Enfin, je En sais vrai, pas. celle La qu'elle met vérité, vraiment mal, c'est elle-même, du coup. Parce Sûr, que mais- Arya se prend même pas une punition. Alors, oui et non, parce qu'elle fait quand même fuir Nymeria en lui jetant des cailloux. C'est pas une Elle- c'est pas vraiment une Elle punition se pour, sépare de son loup. elle se sépare de son loup Elle parce s'arrache parce que la vraie punition qu'on lui destine, c'est de tuer Nymeria. Bah, métaphoriquement, elle tue Nymeria aussi. Bon, alors c'est pas C'est pas aussi pas la même fort que chose quand tu dis, on même, est hein. d'accord? Puis Nymeria, c'est quand même une bête sauvage qui vient de mordre le prince, quoi. Non, mais ça va, il l'a mordillé, c'est bon, il y a même pas de sang, faut arrêter. C'est Geoffrey qui exagère. Le mec, c'est à peine il dit pas qu'il lui a arraché le bras, et quand il monte la blessure, Robert dit, j'en ai déjà eu de plus en me coupant un morceau de pain, faut arrêter au bout d'un moment. Vous donnez beaucoup trop de crédit à ce que dit Sansa, hein. Geoffrey exagère, hein. Je suis désolé. Mais quand bien même, enfin tu vois, tu te places à la place des adultes et en fait à la place de n'importe quelle personne. Même aujourd'hui, il y a un chien hyper dangereux qui vient de mordre, ben tu l'abats. En fait, aujourd'hui, on fait ça et c'est triste, mais c'est comme ça quoi. Un chien qui a goûté le sang, tu l'abats. Ouais. Après, là où on est influencé, mais ce que les personnages du livre, les adultes surtout, ne peuvent pas savoir, c'est que nous, on a une empathie particulière pour les loups parce qu'on a conscience qu'ils sont un peu plus intelligents que des animaux normaux et qu'ils ont un lien spécial avec les Stark, etc. C'est un peu plus que juste des bêtes. Donc on a un attachement particulier à eux. Mais c'est vrai que pour les adultes responsables dans l'univers, bah c'est une énorme bête dangereuse qui est tellement dangereuse et incontrôlable que elle a mordu. Et là ça va, ça s'est bien passé parce que ils ont eu de la chance. Mais le truc va continuer à grossir et il va continuer à être de plus en plus incontrôlable. Et vraisemblablement, bah c'est super dangereux quoi. Oui, enfin, oui, certes. Mais ça dépend aussi de l'éducation qu'on lui donne. Et là, je suis assez d'accord pour dire qu'effectivement, Arya ne donne aucune éducation à Nymeria. On voit la même chose avec Broussaille, hein, d'ailleurs. Je pense Voilà. que, Bah voilà. oui. Alors que Sansa Alors qui a que- tout fait bien, qui a bien Ah, éduqué son loup, sa lady qui est toute sage, et bah qui est-ce qui se fait niquer? C'est elle. Voilà. Merci Arya. Oui, bah merci Sansa. Elle aurait dit la vérité. Bah, Voilà. elle aurait dit la vérité, son loup se serait aussi fait tuer. Enfin c'est, Pas forcément. Non. enfin si elle avait dit la vérité, juste Cersei aurait pété un câble et elle aurait demandé à ce que Ned se débarrasse quand même des loups, etc. Ça n'aurait rien changé. Cersei est tellement de mauvaise foi et de toute façon Robert il dit à Cersei amen pour avoir la paix. Donc quoi qu'il arrive, Sansa, elle aurait pu dire tout ce qu'elle voulait, même si elle avait dit la vérité sur sa sœur, ça n'aurait rien changé. Elle est un peu seule contre tous en plus à ce moment-là, Sansa, donc tous les adultes en ont rien à foutre. Enfin, Geoffrey Robert en a rien à foutre. Cersei est complètement folle de son gosse, donc elle va faire tout ce qu'elle peut pour se venger. Et bah Eddard, il sert Bah, à je sais rien de pas. toute façon. Enfin, elle a pas un père. Son père, il est pas censé un peu. Il sert à rien son père, c'est Non, mais Ned. je- arrête, Ned il passe tous les caprices à Arya et c'est à peu près la seule chose qu'il fait. À quel moment Ned va dire à Robert non, excuse-moi, mais par contre ta femme elle déconne un peu. Bah, Bah, il devrait. il Ah bah oui, c'est vrai. essaye vaguement mais ça marche pas quoi.
Et clairement, la seule chose qu'il dit, bon bah du coup c'est moi qui vais tuer la louve parce que comme ça ce sera pas un de tes chiens qui tuera la louve. Bravo Ned, bravo, bravo tes couilles. Hein. C'est lui qui l'exécute, voilà, c'est ça. Jusqu'au bout, ses principes. Ouais, tu parles. Par contre, il a pas les couilles d'aller sauver la louve de sa fille. Hein. Et en plus, après, il va même pas la consoler, quoi. Après, oh, bah, il y a la bichette, ma petite Arya, oh, je vais te trouver un maître d'armes, oh, c'est trop mignonne à te battre avec ton épée. Et pendant ce temps-là, Sansa, qui pleurniche, qui en plus est super vénère après toute sa famille. Et quand même, franchement, elle a des raisons, surtout quand tu te places dans son référentiel, d'en vouloir à Arya. Mais Ned, il s'en fout, il va même pas la voir, il essaye même pas d'arrondir les jambes et de faire quoi que ce soit, quoi. Bah non, parce que sa fille a trahi la famille, elle a menti. Donc bon, mais alors Sansa, elle trahit jamais la famille. Et c'est vrai que c'est fou, je suis en train de me faire la réflexion avec ce que tu disais, Nympha, mais c'est vrai que Sansa, elle est pas du tout soutenue par qui que ce soit, et malgré tout, pendant, en vrai, toute la durée des livres, elle continue à défendre sa famille et à vraiment garder en tête les intérêts de toute sa famille et à les défendre, etc. Alors que, il la laisse tomber complètement à chaque fois, quoi. Elle essaye de garder surtout sa propre image, et effectivement, sa propre image, c'est l'image de la fille Stark, quoi. C'est pas juste elle-même, c'est la fille de Ned et Catelyn, c'est la fille aînée qui doit se marier avec un fils de roi, qui doit faire bonne figure, et elle fait tout pour faire bonne figure, quoi, effectivement. Alors après, est-ce que c'est pour elle-même ou est-ce que c'est pour sa famille? Moi, je pense que c'est un peu des deux, parce qu'en fait, on lui a tellement impliqué le fait qu'elle doit faire bonne figure, ça lui vient même pas à l'idée de faire autre chose que de faire bonne figure, que ce soit pour elle, pour sa famille, pour n'importe quoi. C'est juste, il faut être une gentille demoiselle, douce, pas s'énerver. Et oui, ne pas mettre son prince en porte-à-faux, surtout quand c'est son futur fiancé, et ne pas mettre sa reine en porte-à-faux. Et du coup, on se tait. On lui a bien bourré le mou sur plein de trucs, et que, oh là là, il faut surtout pas que je dépasse les bornes, oh là là, il faut que je reste surtout dans le cadre qu'on m'a fixé, parce que, ouh là là, sinon je risquerais de me faire mal voir, j'ai si peur, et puis surtout, je risquerais de plus plaire à Geoffrey qui est si grand, si beau et si magnifique. Et comme tout le monde, en fait. C'est quand même hyper humain de vouloir avoir une image, c'est normal, tout le monde réagit pareil qu'elle, en fait. Ouais. Non, après, c'est vrai que, surtout à ce moment-là, il y a des moments où on aimerait bien lui dire à Sansa, bon, mais quand même, si tu pouvais là, prendre un peu de recul vis-à-vis de ce que on t'a inculqué depuis ton enfance, et si tu pouvais un peu te secouer les puces et réagir, bon, on l'a tous pensé, hein, quand même, on s'est tous dit, mais là, Sansa, pourquoi est-ce que t'es amoureuse défends un peu ta sœur et rends-toi compte que ce mec est con et allez, rebelle-toi. Mais même si elle s'était rebellée, à quoi ça aurait servi, quoi. De toute façon, elle était quand même fiancée à lui, donc il y a un moment. Non, pas forcément. Elle se serait rebellée. Ned aurait fait un gros fuck et puis se serait tiré, comme il le fait plus tard. Hein. Là, ça aurait été plus tôt. Du coup, bon, Robert l'aurait sûrement mal pris. Il se serait sûrement pris la garde royale sur la gueule, mais la garde royale. Donc du coup, son père se serait fait tuer, ou voire même il y aurait une guerre déclenchée entre le Nord et Port-Réal. Peut-être que Winterfell ne vaut pas une rébellion de Sansa, quoi. Et puis surtout à ce moment-là, elle sait pas encore en fait que Geoffrey c'est un gros connard et elle a toujours envie de se marier avec lui. Et de devenir reine. Alors, elle a quand même un début de doute parce qu'il la rembarre à la fin de son chapitre quand il est blessé et qu'il l'envoie bouler, mais genre avec un regard haineux et dégoûté dans le regard, si je me souviens bien. Et oui, c'est la première fois où elle voit son vrai visage, en fait. Elle peut avoir un début de doute et se dire peut-être qu'il n'est pas parfait et peut-être que ça ne sera pas l'amour de ma vie pendant toute ma vie, mais ça reste un mariage arrangé et un mariage qui l'a fait devenir reine. Donc même si le mec est pas le prince charmant qu'il est censé être, de toute façon elle s'auto-persuade. Enfin, elle fait comme à peu près tout le monde, en fait. Elle voit un truc, son intuition lui dit quelque chose, mais après elle internalise et elle cherche à se donner des raisons, à lui donner des raisons
elle réfléchit sur son sentiment en disant non mais c'est rien, il est beau, il est grand. Alors oui évidemment c'est pas un argument de dire il est beau, en fait il est méchant, et nous en plus le lecteur le voit très bien que c'est un sale con. Mais Sansa, bah elle s'auto-persuade parce que c'est un mécanisme de défense aussi. Ouais, alors ce que je vais dire, vous le prenez avec des grosses guillemets, hein, je vous préviens. Voilà, je le dis aux gens qui nous écoutent. Je ne mets pas les deux choses en relation, mais c'est juste que ça me fait penser à ça, ce que tu dis. Ça me fait beaucoup penser aux femmes battues, en fait, ce que tu dis. C'est que du coup, elles se persuadent elles-mêmes que le fait qu'il est comme ça, c'est parce que, voilà, et que du coup, je l'ai plus ou moins, alors, peut-être pas cherché, mais il y a une raison qui fait qu'il agit comme ça, il est pas parfait, mais c'est pas grave, je l'aime quand même comme il est, et puis voilà. Mais en même temps, c'est un peu une future femme battue avec Geoffrey. Ouais. Oui, sûr, je veux dire, déjà maintenant elle est dans le déni. Enfin c'est. Bah oui, mais c'est un mariage arrangé, donc c'est vrai que de toute façon elle a pas le choix. Ça, hein. Techniquement elle a le choix, elle peut se tirer. Bon, je dis pas que c'est facile et qu'elle le fera, mais. Attends, c'est une petite fille quoi, elle a 11 ans. Bien sûr que oui, bien sûr. C'est une petite fille. On lui a une petite fille à qui on a dit ma chérie, tu vis dans un monde de princesses et de chansons, ton idéal dans la vie, c'est de devenir une belle grande demoiselle aux longs cheveux et de pondre des héritiers. Et surtout, devenir reine, c'est genre le top level, quoi. C'est genre, elle a gagné le jeu. Ça. On lui a vendu, c'est pas la réalité vraie. On lui a fait croire ça. Que la vie, c'était les belles chansons. Oui, mais elle a 11 ans. Elle a 11 ans, elle le croit. Comment tu veux qu'elle le sache pas? Comment tu veux qu'elle réalise juste parce que son prince, là, tout d'un coup, il l'a regardé un peu méchamment, que l'intégralité de ses idéaux, en fait, c'est du flan. Évidemment qu'elle cherche à s'auto-persuader que c'est pas du flan. Elle a 11 ans, c'est une petite fille à qui on a expliqué que la vie, c'était Disney. Il lui faut un bout de temps, quand même, pour réaliser que, finalement, c'est pas du Disney. Bah ouais, mais Arya l'a bien compris. Elle sait que c'est pas du Disney et que, voilà, elle fait ce qui l'enchante et ce qu'elle veut faire. Elle veut être libre et voilà. Ouais, mais Arya, on l'a pas élevée pareil, hein. Arya, on lui a foutu la paix dès le début. Pareil, hein. Enfin, normalement, ils sont censés l'avoir éduqué pareil. Je ne dis pas que Arya suivait les cours de broderie et les mêmes choses parce que elle détestait ça, mais... Non, mais écoutez le podcast sur Catelyn, moi, je suis persuadée que pas du tout. Elles ont pas du tout eu la même éducation, ces deux gamines. Il y en a une qui était l'héritière à marier et l'autre qui était la gamine qui ressemble à Lyanna. Clairement, elles ont pas eu la même éducation. Voilà, ça, clairement, déjà, ça joue, on est d'accord, voilà. Faut pas se demander quelle est la favorite pour son père, on sait déjà qui c'est. Et vice versa, faut pas demander qui est la favorite de sa mère, on sait aussi. Exactement. Voilà, tu peux enchaîner, Jean-Jean, enfin. Oui, j'enchaîne sur les adultes, oui. On va parler un peu des adultes aussi parce que dans cette histoire, on l'a un peu mentionné déjà en passant, mais c'est vrai que on a nos 3 enfants qui se disputent un peu et derrière on a une gestion assez calamiteuse de l'affaire par des adultes tous plus nazes les uns que les autres, si je puis me permettre une prise de position. Ah ouais, puis ouais, tu peux là, vas-y. À savoir que donc suite à cette affaire, on a Cersei qui est folle de rage parce qu'on a touché à son enfant chéri adoré, qu'il est trop beau et qu'il est trop adorable et que je l'aime et que je l'aime. Et qu'il est mutilé. Mais qui a osé faire ça? Oh là là, mon enfant. Donc elle pique une crise à son mari, le roi, Robert, qui en a marre des crises de sa femme et qui dit juste oh là là, non mais qu'elle me laisse tranquille, donnez-lui tout ce qu'elle veut, je vais aller boire. Donc encore une fois le roi assume ses responsabilités et son rôle à la fois de père, de suzerain, de tout ce qu'on veut, et la main du roi et accessoirement le meilleur ami du roi et accessoirement le père de deux des protagonistes, qui va essayer quand même un peu vaguement de faire la lumière sur ce qui s'est passé exactement, qui va vaguement un peu essayer de défendre sa fille et qui va très vite renoncer quand même en se disant oh là là, tout ça pour une petite bête, allez, c'est pas grave, on s'en fout, ma gamine elle va chialer un peu et elle va s'en remettre, et donc allez, j'ai trouvé un bon compromis, on va juste tuer Lady et je m'en occupe. Alors c'est pas vraiment comme ça qu'il prend le compromis, hein. J'ai un peu trop simplifié les choses. Un peu, ouais, parce que c'est quand même Cersei qui revient à la charge parce que tout est réglé de base. Robert fait à Cersei, c'est bon, tu nous lâches, c'est bon, c'est un truc entre gamins, c'est fini, point barre. Étant donné que Nymeria n'est pas là parce qu'elle s'est barrée, Cersei dit et la louve, et Robert fait tuer l'autre et puis voilà.
pour avoir la paix. Et c'est pas un compromis, c'est juste que le roi fait entre guillemets une connerie comme d'habitude, quoi. Il joue là comme Robert, et voilà. Il prend une décision complètement arbitraire, et il faut tuer un loup, il y en a un qui est dispo, voilà, on va tuer celui-là. De toute façon, qu'est-ce que ça change? Ouais, c'est un peu le crève-cœur de ce début de livre quand même. Ah ouais, moi ça m'a fait trop pleurer, hein. C'était horrible, hein. Vraiment, j'ai pleuré comme une madeleine. C'est quand même le moment où tu vois que ah oui, quand même c'est sérieux votre truc là, il y a quand même des entre guillemets des gens qui meurent pour de vrai. Mais alors s'il y a quand même de très très triste dans cette histoire, c'est que bon, d'accord, alors tout le monde pleure pour la louve, mais alors tout le monde s'en fout de Mika. Ah oui, et ce pauvre garçon, il se fait quand même trancher quoi. Alors l'autre psycho, encore un. Mais c'est pas un psycho. Bon, on fera un débat sur Sandor, c'est 4. À ce moment-là, en tout cas, dans les yeux du lecteur, c'est un psycho. Hein. À ce moment-là, je suis d'accord, on n'a pas suffisamment de recul, mais bon, d'accord, c'est un psycho. Mais... Non, mais c'est complètement un psycho. Enfin, c'est pas le débat du moment, mais à ce moment-là, ok, après, il évolue, mais à ce moment-là, c'est un énorme psycho. Enfin, il arrive à cheval et il tranche en deux le gamin. Après, clairement, son roi lui a donné un ordre, quoi. Donc bon, son roi lui a pas donné l'ordre de tuer le gamin. Son roi lui a donné l'ordre de le ramener. Enfin. Il lui a pas dit de le ramener vivant. Bon. D'accord, mais il lui a pas dit de le ramener mort. C'est sujet à interprétation, tu vois. Tout ça. C'est un peu comme quand Tywin a dit à Grégor d'aller voir Elia et ses enfants, tout ça. Je veux pas dire, mais il y a des moments, il ferait peut-être bien d'être clair, tous ces mecs, hein. Oui, c'est vrai. Mais il lui a dit il faut préciser à chaque fois, ramener les vivants. Mais il avait précisé ou il avait juste lancé Grégor dans la ville et hop. Je crois qu'il l'a quand même envoyé sur Elia et les gosses. Hein. Ah ouais? Je suis plus sûr. Du coup, tu me mets je bien ça. Ouais, parce que moi, de toute façon, c'est pas le débat. Hein. C'est pas le débat. Oui, on fait une petite digression. Hein, voilà. Pour une fois. Psychopathe ou pas? La réponse est oui. Un plus que l'autre, hein, tu m'excuseras. Hein. Je suis désolé. Grégor, oui, lui, c'est un vrai taré. Ouais. Je pense que Sandor a quand même des circonstances entre guillemets atténuantes et. Non mais on comprend pourquoi il est devenu psycho. Ça n'empêche pas qu'il. C'est pas un psycho. Bon, n'empêche que c'est peut-être pas un psycho, mais il a tranché en deux le pauvre Mika, et en fait le lecteur s'en fout. C'est comme non, je pense pas que le lecteur s'en fout. Le lecteur est triste, le lecteur se dit, mais le lecteur à ce moment-là se dit, bon oh là là, c'est horrible, ils ont tranché en deux Mika, bon, Sandor c'est un psycho, les Lannister c'est des psychos, c'est tous des connards, ils en ont rien à foutre, mais le lecteur est pas autant attaché émotionnellement, il se dit, bon voilà, c'est une victime collatérale, quoi. C'est ça, mais le lecteur il est en train de pleurer pour Lady, mais ce pauvre petit garçon, lui, personne pleure pour lui, quoi. C'est juste un garçon bouché, quoi. C'est à la relecture où tu te fais justement la réflexion de dire, ah mais attends, mais à la première lecture j'avais pas tilté, mais ouais, putain, le pauvre gosse. Ah si, moi j'avais tilté, mais après je pense que c'est assez classique, de façon beaucoup plus générale, j'ai l'impression. Les gens ont tendance à ressentir plus fort la mort des animaux que des seconds rôles humains. Je sais pas si vous avez remarqué ça, mais je sais pas, si tu regardes un film et que t'as, je sais pas, le cheval du héros qui meurt, tu vas être vachement plus triste que quand son pote que t'as vu 10 minutes est mort juste avant, quoi. Ah ouais, j'avoue, putain, quand on tue des chevaux, je pleure, quoi. Alors que les seconds rôles humains, on en a rien à foutre, on a trop l'habitude qu'ils meurent, on se dit bon voilà, il meurt, c'est un peu la chair à canon. Ouais, c'est vrai, on a des red shirts et ça. En fait. C'est vrai. Ouais. Bon, et en plus les loups-garous, il y a ce côté, c'est les 7 derniers et ils en ont un chacun et blablabla et blablabla et blablabla. Et là, Sansa perd son lien avec sa famille parce que son loup se fait tuer. Voilà, non, elle a pas totalement perdu son lien parce que en fait, on se rend compte un peu plus tard qu'elle a quand même des capacités de zoman et tout. Alors certes, elles sont plus limitées que celle d'Arya ou Brad, mais on voit qu'elle a quand même encore des capacités Stark. Hein. Et puis surtout sa famille, c'est ce que je disais tout à l'heure, sa famille reste quand même au cœur de ses préoccupations. À aucun moment elle se détache de sa famille et elle dit « rien à foutre d'eux ». Elle est toujours centrée dans sa survie à Port-Réal. À partir du moment où ça devient la merde à Port-Réal, elle est toujours quand même centrée sur la défense de sa famille et des intérêts Stark. Ouais, alors après, elle pense quand même pas des masses à Arya et à Jon. Hein. Putain, elle est quand même, elle a quand même des pensées assez sélectives niveau famille. C'est ça, oui. Et puis on reparlera quand il y aura la scène où elle va voir Cersei quand même, hein, qui fait et qu'elle dit à Cersei qu'elle va partir parce que son père veut la renvoyer à Winterfell. Ouais, mais tout ça c'est la faute de Ned encore une fois. Oui. Bien sûr, mais elle déclenche plus ou moins le putsch. Enfin. Oui, mais ça c'est encore une fois, c'est avant la réalisation de
Oui, d'accord, c'est le chemin. Moi, je parlais de après. Oui, bien sûr, je comprends, mais voilà, c'est pas non plus la panacée, quoi. C'est Ouais, pas... mais de toute façon, Bah oui, mais là aussi, c'est pas. Enfin, on en reparlera un jour, mais moi, je reste assez persuadée que même si elle avait rien dit, c'était pareil. Le résultat, c'était exactement le même. Qu'elle parle ou qu'elle parle pas, ça ne changeait strictement rien. C'est quoi, a priori, elle a juste accéléré le calendrier, mais c'est tout. Elle a strictement rien changé. Après, Et puis, elle pouvait par pas contre, savoir, il y a son regard, il y a le regard du lecteur qui en prend un coup sur elle. Ah bah oui, là, clairement. Là, pour le coup, tu fais, mais qu'est-ce que tu fais? Alors que le lecteur sait tout ce qui va se passer et qu'il faut pas faire ça, mais elle a vraiment aucun moyen de s'en douter et de savoir. Enfin, encore une fois, le lecteur la juge sur des informations qu'elle n'a pas. Enfin, si, elle aurait moyen, si son connard de père les informait de ce qui se passe, en fait. Oui, Voilà. mais donc... En fait, la conclusion de ce débat, c'est la même que la conclusion de la dernière fois sur Kathleen, si vous nous avez écouté. Tout est toujours la faute de Ned. C'est ça. Bah, je pense qu'on peut finir là-dessus. C'est la faute de Ned. C'est la faute de Ned. Donc on va faire juste un petit résumé factuel de ce qu'on a dit. Bah voilà, les deux sœurs tout opposent. À chaque fois qu'il y a un débat sur les deux sœurs, bah c'est virulent d'un côté comme de l'autre. Les responsabilités dans le cas qui nous occupe aujourd'hui sont assez partagées, même si on est d'accord qu'il y a quand même une balance d'un côté plus que de l'autre. Hein, on ne dira pas laquelle, mais je pense que si vous avez écouté le débat, vous savez. Et que quand même la grosse responsabilité finale vient quand même sur les gens qui sont censés savoir ce qu'ils font, c'est-à-dire les adultes, qui sont quand même des bons gros boulets et des bons gros trous-ducs. Parce que, voilà, vous m'excuserez, mais c'est quand même une bonne compagnie de boulets, hein, de losers. Hein. C'est assez incroyable quand même. Et du coup, on va wrap it up notre débat de cette saison sur les deux sœurs. Nous y reviendrons parce que on n'a pas tout dit et moi je suis très frustré parce que je suis team Sansa et j'ai dû attaquer Sansa. Je suis désolé, je me déteste là. Mais t'étais vachement crédible. Ouais, mais ça m'a fait du mal, hein, putain. Bah après, en même temps, c'est vrai que en vrai, il y a des arguments pour Arya. Hein. Moi, surtout à ce moment-là. Pour finir cet épisode, nous allons passer à nos recommandations. Donc, comme à chaque fois, on va vous présenter un peu des trucs qui nous ont marqués pendant la saison. Et je vais laisser la parole à Nymphadora. Alors moi, du coup, je vais vous parler série télé aujourd'hui. Et je vais vous parler d'une série que j'adore. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé sur le forum, mais j'adore tellement que je vous en reparle. Et donc, du coup, je vais vous parler de Brooklyn Nine-Nine. Brooklyn Nine-Nine, c'est une comédie, une petite sitcom américaine qui a commencé en 2013 et qui passe sur la Fox. Elle est créée par les producteurs de Parks and Rec, si certains connaissent. Celle-là aussi, elle est géniale. Et aujourd'hui, on ne parle pas de Parks and Rec. Aujourd'hui, on parle de Brooklyn Nine-Nine. Et donc, l'histoire, c'est l'histoire d'un commissariat de police à Brooklyn où on va suivre toute l'équipe. Donc, il y a le Joke qui est fan de Die Hard. On a la fille un peu coincée, mais qui est quand même vachement drôle en fait. On a la fille badass, la réceptionniste complètement barrée, et on a le chef qui a une prestance de ouf, tout, qui a un charisme et tout, mais qui en fait est aussi super drôle et super tendre. Et voilà. Et en fait, les personnages, ils sont géniaux. Ils sont à la fois drôles, touchants. En plus, il y a énormément de diversité. C'est-à-dire que c'est une série qui aborde plein de thèmes. De thèmes de société, mais alors de manière totalement normale. Enfin, je veux dire, déjà t'as plein de personnages latinos, c'est des personnages latinos quoi. On va pas on n'a pas notre latino de service, on a juste des personnages. Il se trouve qu'ils sont latinos, mais ils pourraient être n'importe quoi d'autre. Enfin, c'est juste voilà. Et pareil, on a des personnages gays, ils sont gays, mais c'est pas du tout le point de l'histoire. C'est juste une caractéristique du personnage sans qu'on en fasse le personnage. Et c'est quelque chose que je trouve absolument brillant et enfin qui doit être développé quoi. C'est pour moi notamment les thèmes gays, lesbiens et bi. C'est essentiel d'avoir des personnages qui sont gays, mais qui sont pas définis par ça quoi. Donc voilà, donc pour moi c'est vraiment une super comédie et en plus je me marre à chaque fois. Enfin franchement ils ont des répliques mais c'est trop drôle et non mais les punchlines elles sont magiques, elles sont magnifiques. Je crois les séquences elles sont moi aussi je pleure de rire par moment. Ouais non c'est super drôle. Je crois qu'au tout début, la première saison, j'avais mis un peu de mal à rentrer dedans.
D'ailleurs, ça m'avait fait pareil pour Parks and Rec. Le tout début, il faut s'habituer. Mais alors, une fois que t'es dedans, t'es vraiment dedans et c'est vraiment une super série. Ouais, ça m'a fait pareil que toi. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer dedans. Enfin, beaucoup de mal. J'ai eu du mal à rentrer dedans. Je saurais plus dire sur combien de temps. Mais je pense que ça s'est vraiment amélioré avec le temps aussi. Ils ont pris leur marque et maintenant ils sont là et c'est vraiment très très drôle et très bien fait et souvent très juste. Et c'est ouais. Et tous les personnages sont attachants. Tu les as même pas tous cités. T'as oublié genre le meilleur ami trop chelou là. Bah Charles. L'expert. Charles, l'expert. génial. Charles. C'est tous des psychos de toute façon, mais ouais, c'est vraiment très drôle. Oui, et puis celui qu'on pense qui est le moins drôle en fait, enfin le Captain Holt, c'est entre guillemets le pire. Il est hilarant. Il est ultra drôle. Ah, Mais l'acteur en fait arrive à ne mettre aucune émotion pratiquement sur son visage et c'est génial parce que tu sais jamais si ce qu'il te dit c'est du lard ou du cochon, c'est génial. C'est ça qu'il Il est énorme. Au début tu te dis non mais c'est bon, le mec il est pas drôle et tout, et en fait c'est le meilleur personnage, il est hilarant. Et il y a aussi un truc que j'apprécie beaucoup, c'est la relation entre les personnages qui fait pas forcer. Notamment donc il y a deux des personnages principaux qui se mettent en couple à un moment et contrairement à toutes ces séries où on te saoule, où on te rajoute du drama, ils vont rompre et puis après se remettre ensemble et puis re-rompre et on te crée des tensions pour créer de la tension. Ben là non, là tu suis juste une relation saine et voilà et ils avancent leur petit bout de chemin et c'est hyper agréable de voir une série où ils te rajoutent pas du drama juste pour te rajouter du drama dans une histoire de couple. Oui, et même entre guillemets c'est très frais parce qu'on n'est plus habitué en fait. On est tellement plus habitué à avoir des vraies relations normales où t'as pas des trucs complètement de folie qui survient que ça change quoi. Bref, donc du coup consensus entre les trois podcasteurs. Regardez Brooklyn Nine-Nine. Ouais. Et du coup, je vais passer la parole à John. Ouais, alors moi je vais vous parler d'un film cette fois. Donc je pense que c'est le film qui m'a le plus plu dans les 3 derniers mois depuis la dernière fois qu'on s'est parlé. Et c'est une comédie française. Alors j'aime bien défendre les comédies françaises parce que c'est quand même souvent très très nul, il faut l'avouer. Et celle-là était vraiment très très bien. Donc c'est Largué. C'est réalisé, scénarisé par Héloïse Lang. C'est sorti en avril et les 3 actrices principales c'est Miu Miu, Camille Cotin donc qui jouait la connasse de Canal+. Et quand je dis la connasse de Canal+, je parle pas d'une présentatrice que je trouvais connasse. Je parle de la meuf qui jouait connasse. Connasse quoi, ouais. Je suis fan, je suis trop fan de Camille Cotin. Et Camille Chamou que je connaissais pas. Mais ouais, Camille Cotin elle est vraiment très drôle. Et bon là ça reste Camille Cotin mais elle joue pas non plus connasse parce qu'il y avait eu un film connasse je sais plus quoi, Princesse des cœurs ou je sais pas quoi, où là elle jouait connasse. Là bon on va pas se mentir, son personnage est un peu proche sur certains aspects mais c'est pas non plus la même. Et donc de quoi ça parle ce film? C'est en gros 2 filles donc jouées par les 2 Camille qui emmènent leur mère en voyage à La Réunion pour son anniversaire et pour lui changer les idées parce que elle s'est fait larguer par leur père il y a quelque temps. Elle trouve qu'elle s'en est pas remis et qu'elle déprime un peu. Donc elles veulent lui changer les idées. Elles se disent on l'emmène à La Réunion, ça lui fera du bien. Donc chaque personnage a un peu vaguement son cliché. Donc il y a une des filles, Camille Cotin, qui est la fille un peu fêtarde, tête en l'air, qui fait pas trop attention aux choses, un peu l'adulte qui veut pas grandir. Ce cliché-là, vous visualisez, j'imagine. Et l'autre qui est plutôt la psycho monomaniaque qui a des enfants, qui est ultra ordonnée, tout doit bien être fait comme il faut selon les règles, dans l'ordre, etc. Ce cliché-là. Et la mère qui n'a pas vraiment un cliché mais qui serait un peu la femme elle doit avoir quoi, une bonne cinquantaine d'années, qui est un peu complètement blasée en fait. La mère c'est un peu la meuf blasée qui en a un peu plus rien à faire de rien, qui est très très cynique en un sens et du coup un peu cassante mais pas méchamment. Et au final ces 3 personnages en fait interagissent et évoluent dans ce film et moi j'ai trouvé ça hilarant. Vraiment, je me suis marré à plein de moments, mais j'ai aussi trouvé ça très juste. Il y a des moments très très émouvants. En particulier, il y a un petit garçon qu'elle rencontre dans l'avion, puis dans leur spa,
qui est génialissime. Enfin, toutes ces scènes sont ultra justes et ultra touchantes, qui va créer toute une interaction avec Camille Cotin. Ouais, je sais pas trop comment décrire autrement que par j'ai adoré et je me suis énormément marré, mais voilà, c'est quand même un film qui a du sens, qui a Ouais, moi je confirme, Ouais. je l'ai vu aussi et j'ai trouvé qu'il était plein de tendresse en fait. C'est le genre de film où t'en sors et tu te dis j'adore ma maman en fait. Déjà rien que ça, c'est le genre de film où voilà, c'est mignon, c'est tendre et en même temps Ouais, c'est hyper très drôle. touchant. Ouais, voilà. En gros, voilà, c'est touchant et très drôle. Donc si vous l'avez loupé, moi je le recommande. Il a eu des prix au festival officiel de l'Alpe d'Huez, donc Festival international du film de comédie. Il a eu le prix du public et le prix d'interprétation féminine pour Camille Cotin. Voilà, allez le voir. Moi, j'ai trouvé que c'est vraiment une très bonne comédie française. On est loin du qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ou tous ces genres de trucs, quoi. Voilà, en gros, c'est tout pour moi. À toi, Jeff. Ok, bah du coup, moi, ma reco de cet épisode, ça va être une série qui passe sur Netflix. C'est une série coréenne qui s'appelle Busted. Alors Busted, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange de télé-réalité, d'escape game et de grandeur nature géant. Parce que, en fait, alors, je vous donne le pitch. Vous avez 7 personnes. Et encore aujourd'hui, je sais pas si c'est des acteurs ou si c'est des vrais gens réels qui sont appelés pour résoudre un mystère d'un certain assassinat. Et du coup, en fait, ce sont 7 détectives, en fait. Voilà. Et du coup, ils vont devoir résoudre des énigmes. Ils vont devoir résoudre des mystères. Mais c'est tourné comme une espèce de télé-réalité. Ils ont des énigmes dans le vrai monde réel, c'est-à-dire qu'ils vont rencontrer des gens à Séoul, ils vont voyager dans des voitures, ils vont se déplacer, ils vont rencontrer, je pense, des acteurs, enfin voilà. Ils vont devoir résoudre des énigmes un peu partout, et dans le premier épisode, le final se passe dans un lieu qui ressemble à une escape room, parce que vous avez plusieurs salles, et à chaque salle, il y a une énigme à résoudre. Et à la fin, ils arrivent devant le grand méchant, entre guillemets, de la série, qui leur dit haha, mais ce n'est que le début, et il disparaît dans un nuage de fumée. Bon, j'exagère, mais c'est presque ça. Et en fait, vous allez avoir plusieurs épisodes comme ça avec des trucs complètement entre guillemets ubuesques, parce que le deuxième épisode, par exemple, c'est une chasse au trésor sur une île, donc ils vont devoir résoudre des énigmes sur l'île pour trouver un trésor. Il y a un autre épisode, le titre c'est le fantôme de la ville ou je sais pas quoi, et donc ils vont devoir résoudre un mystère de fantôme avec un ésotérisme à la fin et tout. Enfin, c'est complètement barré, c'est très bizarre. Alors j'avoue que j'ai commencé le deuxième épisode, je me suis arrêté à la moitié, donc on va dire que c'est une semi-reco quand même, parce que c'est assez particulier. Et le jeu d'acteurs coréen, il est quand même particulier, hein. C'est des acteurs, c'est étrange. Enfin voilà. Et surtout l'un des gros entre guillemets points faibles, c'est que il y a plein d'infos sur l'écran, parce qu'ils en fait ils font un petit peu comme dans Sherlock, c'est-à-dire qu'ils mettent des infos en sus sur l'écran, donc qui sont en anglais du coup. Et il faut quand même arriver à accrocher ce qui a marqué sur l'écran, plus les sous-titres, parce que les mecs les personnages parlent en coréen, donc il y a les sous-titres. Donc il faut quand même arriver à avoir le regard un peu partout pour pas perdre une info, parce que voilà. Donc bon, je recommande, mais voilà, c'est une demi-reco, on va dire. Moi je me comprends pas où tu trouves tes recos. Moi non plus, ça a l'air tellement encore plus barré que les trucs précédents. J'ai même pas compris la moitié de ce que tu racontais. En fait, Mais what? Sur le trailer s'est lancé sur Netflix, j'ai fait, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça a l'air complètement débile. Le premier épisode, les mecs sont déguisés en détectives, quoi. Enfin, c'est nawak. Il y en a un, il est déguisé en prêtre bouddhiste, on va dire. Ça n'a aucun sens. Aucun. Il y en a un qui est déguisé comme le mec qui vient sauver Sailor Moon, quoi. Tu sais, avec la cape, le masque et le chapeau. Et là tu fais mais qu'est-ce que je suis en train de regarder en fait? C'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Je sais pas si c'est génial ou nul. Je comprends pas. C'est magique. C'est absurde, c'est juste un peu les deux en fait, c'est absurde. Voilà, donc ça c'est ma demi-reco, et ma vraie reco. C'est un jeu vidéo qui est sorti l'année dernière, qui s'appelle Persona 5. Alors je vais vous le faire très rapide parce que voilà, on va pas y passer des heures non plus. Persona 5, ce n'est pas la suite de Persona 4. Je vous rassure, qui n'était pas lui-même la suite de Persona 3. Persona Nous 5... sommes rassurés, Geoff. Voilà. Vraiment. Non, mais t'as pas besoin de faire la série. Ouais, tu peux commencer directement par le 5, qui est quand même... Alors, qu'est-ce que c'est? Mais donc du coup, ça existe quand même, Persona 1, 2, 3 et 4. Oui. Alors... Bah oui, évidemment, mais en fait, tu ne sais pas de quoi il parle, voyons. Mais attends, j'y viens. Si vous ne foutiez pas la parole, hein. Donc, Persona 5, qu'est-ce que c'est? C'est un jeu de rôle, enfin, c'est un JRPG
sur console. C'est un jeu de rôle console japonais, donc qui a un style assez particulier, qui est disponible que sur PlayStation 4 pour le moment. Donc c'est un jeu en tour par tour, donc vous affrontez des ennemis au tour par tour, vous choisissez les actions, vous pouvez soit attaquer avec de la magie, soit donner des coups d'épée, des machins. Je fais très très succinct. Vous baladez dans les donjons, voilà, et vous montez de niveau, etc. Donc comme un jeu de rôle basique, quoi. Mais l'un des intérêts du truc, c'est que dans Persona, vous vivez la vie au quotidien d'un lycéen japonais, c'est-à-dire vous allez faire tous les jours, vous allez aller au lycée, vous allez aller dans les clubs après, vous allez les clubs d'échecs, clubs de sport, clubs de musique. Vous allez sortir le soir pour soit travailler, soit pour prendre un verre avec des copains. Enfin voilà, vous avez des choix à faire parce que vous pouvez nouer des amitiés avec des gens, et plus le niveau d'amitié avec les gens est élevé, plus vous avez des bonus quand vous faites vos donjons. Donc voilà, je l'explique sûrement très mal, mais c'est un super jeu parce que c'est un mélange de vie quotidienne au Japon, voilà, clairement. Ça vous fait vivre une année scolaire au Japon. Et en même temps, vous êtes les héros parce que là, dans le Persona 5, le thème, c'est les voleurs. Donc là, par exemple, le personnage principal a comme pouvoir principal un pouvoir qui s'appelle Arsène Lupin. Donc son pouvoir, c'est Arsène Lupin en fait. Donc il va utiliser de la magie, mais son truc c'est Arsène Lupin. Il y en a un, c'est je sais plus c'est quoi, je m'en souviens plus, ça m'énerve. Il y en a un, c'est Goemon, qui est un voleur assez célèbre dans la mythologie japonaise. Enfin voilà, il y a plein de trucs. Je peux pas le faire plus succinct, et encore j'ai raté j'ai zappé plein d'infos et vous comprenez rien, mais voilà. Il faut jouer à ce jeu si on aime les JRPG, parce que voilà, c'est le renouveau du JRPG, c'est l'un des meilleurs jeux de rôle console japonais que j'ai joué depuis très longtemps. Le point faible du truc, c'est qu'il faut quand même une bonne 60aine d'heures, voire 70 heures pour le finir. Voilà. C'est un peu long, tout petit peu quoi. C'est une vie de lycéen quoi, c'est long. Donc voilà, j'ai fini mes recos. Bah alors tes recos sont bizarres. Oui, toujours. Oui, comme d'habitude quoi. Oui. Moi je tiens à dire, je suis désolé, mais moi je rappelle qu'on m'a demandé, et je répète, c'est Werther qui m'a demandé, je veux des trucs bizarres. Bah moi je sors les trucs bizarres. C'est vrai, contrat rempli. Voilà, encore une fois. Bon, eh bien je pense qu'on va clore cet épisode qui a été ma foi fort enrichissant, j'espère pour vous, et fort intéressant aussi. On se retrouve pour l'automne pour un nouvel épisode du Son du Mur. On vous fait des bisous, on espère que ça vous a plu, on est toujours preneur de critiques et de commentaires. Et maintenant vous pouvez commenter sur le forum. Voilà, il y a une section fait pour, c'est trop bien. Donc venez nombreux, venez nous dire ce que vous en pensez. On sait qu'on a encore beaucoup de travail sur la forme, on sait, on le dit à chaque fois. Mais pas sur le fond, on est très bien sur le fond. Le son, oui. Sur le son. Ouais, voilà, vous voyez, là, par exemple, j'ai pas entendu, donc effectivement, il faut qu'on travaille sur le son, voilà. Donc, on vous fait des bisous, et puis on vous dit à plus. Salut. Bisous.